Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je suis convaincue que l'impact plutôt de nos pratiques managériales et donc de notre leadership sur chacun, sur nos organisations et sur la société. Je suis donc toujours à l'affût de podcasts dans le domaine. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un podcast que j'ai découvert récemment, le podcast Positive Leadership de Jean-Philippe Courtois. Jean-Philippe est vice-président exécutif chez Microsoft et il a créé ce podcast il y a maintenant presque 1 an et demi pour partager les leçons de leadership de certains des plus grands leaders de notre époque. Et il nous donne ainsi accès à des leaders que personnellement je rêverais d'interviewer, comme Satya Nadella de Microsoft forcément, comme Mo Gawdat, comme Kevin Johnson de Starbucks, comme Arianna Huffington. Alors bien sûr, tous ces interviews-là sont en anglais, mais très faciles à écouter. Et puis, il nous propose aussi, bien évidemment, des interviews en français, avec par exemple Hubert Joly, qui a écrit L'entreprise d'une affaire de cœur, je vous en avais parlé, j'aime beaucoup, comme Pierre Dubuc d'Open Classroom aussi. Bref, allez le découvrir, ça va vous plaire, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et venons à l'épisode du jour. Alors, l'épisode du jour, c'est aussi avec un leader que vous allez beaucoup apprécié. C'est une conversation que j'avais à cœur de vous partager depuis longtemps, mais Kevin Bouchareb, mon invité, et moi avons eu beaucoup de mal à synchroniser nos agendas. Donc Kevin est directeur futur du travail chez Ubisoft et il partage aujourd'hui avec nous sa vision des mutations du travail en cours. Alors c'est un épisode qui est garanti sans aucune langue de bois, mais très étayé, argumenté et éclairant. Kevin nous propose de voir les mutations du travail en cours comme l'opportunité de faire les choses en mieux. Il nous invite d'ailleurs par rapport à ces mutations à toujours évaluer le côté risque-opportunité, à être un peu audacieux. Il nous invite aussi à embrasser ces nouvelles manières de penser le travail avec beaucoup d'humilité, sans certitude, sans savoir, et donc bien assez naturellement en impliquant nos équipes, en essayant de comprendre ce dont ils ont envie, ce qu'ils imaginent, etc. Et puis en laissant aux managers un peu les clés pour qu'ils puissent décider avec leurs équipes ce qui est le mieux pour eux. Donc un épisode passionnant, sans langue de bois, à écouter tout de suite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Kevin. Bonjour Delphine. Alors, je suis ravie de t'avoir sur ce podcast. Ça fait un petit moment qu'on voulait se parler, on a eu un peu de mal, donc vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui. Pour commencer, Kevin, je vais te proposer de te présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Très bien. Je te remercie beaucoup pour ton invitation, Delphine. Et en effet, malgré les aléas de la vie, je trouve qu'on a enfin réussi à pouvoir faire ça bien. Et ça me ravit puisque j'apprécie beaucoup l'approche que tu as et le fait que ça s'inscrive dans une succession d'occasions qu'on a eues pour pouvoir se rencontrer dans des moments où je suis intervenu de manière, comme tu le sais, assez... sinon théâtrale, au moins assumée. Donc je suis Kevin Bouchareb et j'occupe le poste actuellement de directeur du futur du travail et de la stratégie RH chez Ubisoft. Alors c'est un poste un petit peu nouveau, voire un peu pompeux. Concrètement, ça consiste en quoi ? En fait, ça consiste à comprendre ce qui se passe tout autour de nous, en termes de mutations sociales, sociétales, compétitives, technologiques, et de traduire ces mouvements-là dans des politiques organisationnelles et des politiques RH qui fassent du sens, pour qu'on soit attractif auprès des candidats, et qu'on puisse retenir le plus possible nos talents, dans une logique pérenne. Une fois qu'on a dit ça, ça nous amène à repenser finalement la place du travail dans la société, et comment on peut articuler des dispositifs innovants pour justement faire écho à la fois aux jeunes, mais pas que, à la fois aux populations en situation de handicap, mais pas que, à la fois aux populations en situation de diversité, mais pas que, etc., pour qu'on puisse toucher du doigt finalement toutes les spécificités des individus au travail. Justement, alors quelles sont les mutations que tu observes ? Parce que tu parles de tout ça, mais qu'est-ce que tu vois aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est saillant ? Que ça soit dans la relation des jeunes avec le travail, mais aussi des autres générations dans ces évolutions. Alors déjà, en introduction, je voudrais quand même poser un point important qui me tient à cœur, c'est que autant il existe des différences générationnelles entre les individus, c'est vrai,
Mais je n'aime pas le prisme générationnel pour analyser les mutations sociales. Je pense qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple du télétravail ou de la flexibilité, on a tendance à faire de gros raccourcis, on les entend beaucoup en disant les jeunes veulent de la flexibilité, les jeunes veulent plus de télétravail. Déjà, il faut regarder les statistiques, c'est faux. Et deuxièmement, effectivement, la nouvelle génération peut se montrer être le porte-voix ou la porte-voix d'un certain nombre de mutations, c'est vrai. Là où les anciennes générations pouvaient penser exactement la même chose, mais peut-être pas forcément les dire aussi fort ou avec autant d'énergie. Mais pour autant, la réalité des aspirations au travail me paraît transgénérationnelle. Donc ça, c'était un point de contexte que je voulais poser déjà de base, parce que ça évitera de tomber dans des raccourcis un peu idiots, et surtout pas tout à fait vrais. Alors, je t'avoue que c'est quelque chose que je partage amplement. je te remercie. Alors, quel est le diagnostic qu'on peut faire globalement sur ces fameuses mutations sociétales, technologiques, compétitives ? Premièrement, et ça c'est un point que je prends souvent en introduction des différentes conférences dans lesquelles j'ai la chance d'intervenir, c'est que j'ai un ancrage littéraire, et donc j'aime bien me référer, moi, au théâtre, à la poésie, à la littérature. Et quand on se réfère à ça, dans le théâtre classique, il y a une règle que tous les lycéens connaissent par cœur, qui est la règle des 3 unités. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Bon, et bien cette règle des 3 unités, elle pouvait assez bien définir ce que j'appelle la comédie professionnelle finalement depuis très longtemps. Unité de lieu, c'est la plus évidente, c'est celle qui postule que pour exercer son travail, pour montrer qu'on l'a exercé, il faut qu'on soit quelque part. Ensemble, il faut qu'on voit qu'on l'ait fait. Cette unité de lieu trouve son paroxysme, je dirais, dans la culture de bureau. Quand on pense au métier du savoir, qui s'articule autour de ce bureau, et finalement tout le travail qui a été fait avant, après les horaires de travail, en dehors du bureau, ça comptait pas vraiment. Bon, allez dire ça au sportif que je suis, qui trouve ses meilleures idées sous sa barre de squat, je vous assure que c'est une idiotie sans nom. Cette unité de lieu, elle a évidemment explosé à l'aune du télétravail, et me paraît aujourd'hui totalement obsolète. L'unité de temps, qui fait déjà un petit peu plus débat, et qui est un peu moins visible, qui est celle de se dire que justement, vu que le bureau n'est plus l'unité essentielle de l'exercice du travail, qu'en est-il d'une unité de temps ? Peut-on se réapproprier son temps de travail par rapport à ses préférences personnelles ? C'est un point important. J'ai eu des débats houleux avec certaines personnes qui comprennent absolument pas cette notion et qui consiste à dire que, pour eux, le travail doit s'exercer dans un temps commun pour faciliter les échanges. Cette intuition est vraie. C'est vrai que le fait d'avoir un temps commun de travail permet de faciliter les échanges. En revanche, elle nie une réalité fondamentale, qui est celle qu'on n'est pas tous égaux face au temps de travail. Il y a des gens qui travaillent plus vite que d'autres. Il y a des gens qui sont très bons le matin et d'autres qui sont très bons le soir. Et surtout, au-delà des préférences personnelles, il y a des réalités sociales qu'on a niées pendant des années et qui s'imposent à nous aujourd'hui. Quand on est aidant, quand on est parent, quand on est célibataire, quand on est en couple, quand on est investi en politique, quand on est sportif de haut niveau, on n'a pas le même rapport au temps. Et donc, cette unité de temps, aujourd'hui, on voit qu'elle s'est redéployée, à l'aune notamment de la crise du Covid, mais pas que, et qu'aujourd'hui, on peut penser le temps de travail d'une manière discontinue. On peut tout à fait imaginer travailler un petit peu le matin, avoir une grosse pause dans la journée, et reprendre l'après-midi, un peu comme le font les indépendants depuis des années et des années. Donc cette unité de temps a aussi explosé. Et puis enfin, l'unité d'action, c'est ma préférée, c'est celle qui postule que, à grands coups de consulting, de processisation, d'outillage du travail, on a hyper matricialisé le travail. On l'a mis dans des boîtes qui sont dans des boîtes qui sont dans des boîtes, si bien qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les organizational charts des entreprises, vous savez, les fameuses cartographies où se situent les gens, c'est assez rigolo de voir que les gens ont des 5, 6, 7, 10, 15 étiquettes différentes. Ils ont une étiquette géographique, souvent subdivisée en plusieurs étiquettes. Ils ont une étiquette fonctionnelle, qui elle-même est subdivisée en plusieurs sous-boîtes, si bien que les gens sont responsables d'un bout de process, et qui comprennent plus rien du tout à ce qu'ils font. Ça fait se sentir inutile, ça fait se sentir être une quantité négligeable, et ça s'inscrit dans un mouvement de ce que j'appellerais moi une néo-taylorisation du travail, qui postule que plus on va parcelliser le travail, plus il sera facile d'identifier finalement des indicateurs pour le rendre le plus rationnel possible, et plus on pourra substituer les individus les uns aux autres. Cette conception du travail, à mon sens, est en train de s'essouffler.
On voit que dans la quête de sens, qui fait régulièrement la une de la presse managériale ou RH depuis une dizaine d'années, cette aspiration à se ressaisir de la substantifique moelle de son travail, elle est absolument essentielle. Et plus on va dématérialiser le travail, plus on sera capable, du coup, d'articuler un nouveau contrat social qui sera plus stimulant. Et puis elle est essentielle avec l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi. Très clairement. Alors là, je veux dire, avec ce que nous permettent ce que nous permettront les technologies dans un loin futur, quand tu parles du temps et de l'action, ce que tu évoques, ça va complètement se transformer, effectivement. Alors, on va pas faire un épisode là-dessus, mais j'avais justement échangé avec le fondateur de Unleash sur le sujet, qui en parlait. J'en reparlerai dans le podcast. Et ça, enfin voilà... ce que tu dis sur le lieu, le temps, l'action, déjà aujourd'hui ça s'effrite, mais si je regarde dans 10 ans, c'est clair qu'on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Alors, très clairement, et effectivement, on pourrait parler de ça très très longuement, je pense que ça va pas être l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Non. Mais par contre, pour faire une petite ouverture, ça doit aussi nous interroger au niveau du contrat social, je dirais plus citoyen et politique que ça préfigure. Tout à fait, ouais, tu as raison. Quand tu parles de la place de l'IA dans le travail et dans la société, très clairement, on s'oriente probablement vers des modèles dans lesquels le temps de travail va probablement se raccourcir. Si on voit dans le cadre des débats sur les retraites aujourd'hui qu'on doit travailler probablement avec des gens de plus en plus âgés, ça doit aussi nous interroger sur la place de ces personnes dans la société et dans l'entreprise, et du coup dans le rapport au temps et dans les lieux de travail que ça va articuler. Mais tu sais que quand la semaine de 4 jours, on commençait à en parler à l'époque de Welcome to the Jungle, on m'avait contacté pour le podcast en me disant c'est un super truc pour les jeunes. Je dis non, mais c'est aussi un super truc pour les plus de 50 ans. Très clairement. Parce qu'en fait, enfin plus de 50... peut-être plus de 60, j'en sais rien, peu importe, on s'en fout. C'est juste que même à partir de 40 ans, les gens ont envie d'avoir des seuils d'activité. Ça commence maintenant à 20 ans. Mais je veux dire, ces rythmes, ils sont intéressants pour des tas de raisons pour tout le monde. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est faisable partout, et tu dis que les technologies vont nous aider, et je pense que c'est fondamentalement vrai, et on va avancer sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, et je reviens à ce que tu disais au départ, attention à ce prisme des jeunes parfois, pour expliquer les tendances qui sont beaucoup plus profondes, même si les jeunes en sont porte-voix. Tout à fait. Écoute, c'est une bonne synthèse, je pense, pour passer à la suite. Parce que là, on a vu effectivement, je dirais, les différentes unités, les attributs du travail classique qui volent en éclats. Tout ça, c'est sous couvert de quelque chose qui aussi me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai expérimenté moi-même. Et dans mon rôle de prof dans un certain nombre d'écoles, c'est quelque chose qui me revient systématiquement. C'est vraiment cette contestation de la subordination au travail de manière générale. Je suis absolument convaincu que la subordination, en particulier à la française, n'est plus le cadre positif, stimulant, qui permettra de justement répondre à ces aspirations. Si je devais résumer, la subordination en fait à la française, elle s'articule autour d'un certain nombre d'attributs. La première, j'en ai déjà parlé, c'est la prescription des lieux, des horaires de travail et des conditions d'action du travail. On l'a déjà vu. Il y a un autre point qui fait beaucoup plus polémique et que j'assume, et que mes étudiants assument de plus en plus, c'est la prescription de son environnement de travail, à commencer par ses collègues. Alors, je vais sûrement choquer un certain nombre d'auditeurs, mais j'ai dit ça moi-même en tant que jeune diplômé, et mes étudiants le disent de plus en plus. Non, je n'ai pas envie d'aller au travail parce que la plupart de mes collègues m'insupportent. Ouh là là, qu'est-ce que je viens de dire ? Oui, je mets à mal le contrat social, bien séant, qui consiste à nier finalement cette réalité selon laquelle, oui, parmi nos collègues, il y a des emmerdeurs, il y a des gens qu'on n'aime pas, et ce rapport à l'altérité, finalement, se diminue considérablement dans la société. Alors, je vais rassurer tout le monde, il y a de grosses nuances à porter sur ce message-là, mais on sent qu'une des raisons pour lesquelles une majorité de jeunes gens rejettent aujourd'hui la comédie de bureau, c'est précisément parce que se retrouver avec des gens avec qui on partage rien, qui nous embêtent dans leur perception, avec qui on est rarement d'accord, en fait on n'en a pas très envie. C'est la sociabilité subie. Et on voit que, là aussi de manière transgénérationnelle, on a de plus en plus envie de se concentrer sur les sociabilités choisies. La famille, les amis, le cercle associatif et tout l'environnement culturel ou sportif ou politique qu'on peut trouver à l'extérieur mais qu'on aurait choisi. Ou professionnel mais qu'on a choisi. Absolument. Oui, ou professionnel qu'on a choisi, tout à fait. Et donc ce rapport finalement à l'altérité subie, on voit qu'elle diminue à l'aune de tout un tas d'autres phénomènes sociaux en fait qui ont émergé depuis une vingtaine d'années, l'égotisation de la société portée par les réseaux sociaux notamment, le fait aussi que le niveau de vie, le niveau de développement en fait des pays a largement augmenté, si bien que maintenant cette espèce de syndrome de l'enfant gâté qu'on connaît bien qui fait qu'on supporte de moins en moins finalement l'altérité. Et puis les autres structures sociales ont aussi perdu lourdement du sens.
Qui aujourd'hui a envie de s'investir en politique? Qui aujourd'hui a envie de s'investir dans les luttes syndicales? La dimension culturelle s'est aussi affaissée à l'aune d'une forme de mondialisation. On sent que toutes ces structures qui étaient porteuses de sens se sont aussi transformées, si bien que le sens, on préfère le porter soi-même que de le faire porter par la société. Ça, c'est quelque chose de très nouveau et qui interroge du coup ce contrat de subordination qui avait été pensé plutôt comme un modèle social, collectif, plutôt qu'un modèle qui irait répondre à des questions d'individualisation. Un troisième point, et je m'en arrêterai peut-être là pour les différents points de diagnostic, c'est évidemment tout ce qui va toucher au sens profond du travail et de la place de l'entreprise dans la société. Je vais raconter des lieux communs en disant ça, mais il est assez évident aujourd'hui qu'une entreprise qui se dédouanerait de sa responsabilité sociale, de sa responsabilité sociétale, et également de la responsabilité qu'elle a vis-à-vis de ses salariés, dans la manière qu'elle a de les traiter, dans la manière qu'elle a de penser la répartition du bénéfice entre les actionnaires, les salariés, le réinvestissement, etc., n'a probablement pas beaucoup de beaux jours devant elle. Elle a une responsabilité évidente dans la capacité qu'elle aura de résoudre finalement un certain nombre d'injustices sociales, à commencer par les sujets de diversité, à commencer par la place des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, à commencer par la prise en compte des situations de neurodiversité, qui font qu'au lieu d'offrir une expérience unilatérale d'expérience employée, on va être capable justement de reconfigurer les attributs de l'expérience employée en fonction des spécificités de chacun. Et que là, on rentre vraiment dans la responsabilité, je dirais presque entrepreneuriale de l'entreprise, dont on parle assez peu. Évidemment, les sujets ultra connus de responsabilité environnementale, de responsabilité écosystème, etc., etc. Qui sont presque parfois, enfin heureusement d'ailleurs, qui commencent à être bien prises en compte, mais la sociale dont tu parles, elle est fondamentale parce que je pense qu'on a une vraie terrible crise environnementale, et d'ailleurs beaucoup d'éco-anxiété, notamment des jeunes générations pour le coup là-dessus, mais aussi une vraie crise sociale et sociétale. Et parfois l'optimiste que je suis me dit que peut-être avec les deux vont nous aider à résoudre. C'est-à-dire que je trouve que cette crise, enfin que tu évoques, c'est enfin, par rapport à ce que tu disais, moi je vois beaucoup la montée de l'individualisme. Oui, c'est vrai. Le fait, la perte du collectif choisi, parce que j'entends bien ce que tu dis, et moi j'insiste beaucoup sur savoir s'entourer, donc ça veut dire savoir choisir ces collectifs qui vont nous donner cette énergie, pour faire face à des collectifs que parfois on subit. Donc c'est comment on se nourrit d'autres collectifs. Hein. Et tout ça se perd, et je me dis que les actions qui sont nécessaires pour l'environnement nécessitent de refaire collectif. Donc j'ai un espoir qu'on touche le fond de la piscine et qu'on remonte, et que ça nous permette d'avancer. Mais en attendant maintenant, merci pour ce diagnostic extrêmement complet, riche, et qui sera, je pense, très précieux pour nos auditeurs et nos auditrices. J'aimerais qu'on vienne un petit peu sur, concrètement, comment ça peut se traduire à la fois au niveau RH global, à la fois au niveau managérial, mais aussi au niveau des collaborateurs, puisqu'en fait, on a tous quelque chose à jouer dans ces évolutions. Oui, d'accord. Bon, Delphine, tu me connais un petit peu, y a un acronyme que je cite très souvent pour synthétiser un peu cet état d'esprit, c'est le YOLO. Le YOLO, c'est You Only Live Once, donc on ne vit qu'une fois, et donc c'est cette idée selon laquelle, qui circule d'ailleurs dans la société depuis bien longtemps, il ne faudrait pas gaspiller son temps, se tuer à la tâche, seulement pour son travail. Si on ne vit qu'une fois, il faut que chaque jour soit une fête. Il faut que le travail occupe une juste place pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir survivre, mais que ça ne devienne pas le tenant et aboutissant, je dirais, le plus unique de la vie. Et donc, ce que ça dit, en fait, à l'entreprise, c'est qu'il faut qu'elle arrive à articuler un contrat social dans lequel on ne va plus valoriser ni le présentéisme, ni le surinvestissement, mais qu'on va valoriser le juste investissement. Ouais. Ça demande de repenser la totalité des attributs du travail. Comment on pense la performance, comment on la valorise, comment on pense les interactions sociales au bureau et en dehors du bureau, comment on articule, comment on verbalise les missions et leur nécessaire évolution, notamment dans un monde, on le sait, qui bouge systématiquement et dont la pérennité des missions n'est pas nécessairement assurée, je veux dire du jour au lendemain. Bien sûr. Et de manière générale, comment en tant qu'employeur, on se dit que oui, c'est notre responsabilité de faire vivre ce YOLO au quotidien, tout simplement pour survivre. Si on reprend les éléments que je mentionnais au départ, dans la logique d'attraction et de rétention des talents, on n'a plus d'autre choix
que d'ordonnancer ce nouveau contrat social. Sinon, les gens s'en vont. Mmh. Et nous, on le voit très bien dans la tech. Je suis représentant d'une industrie qui est effectivement connue pour être sanglante du point de vue du marché de l'emploi. Si on fait pas ça, les gens s'en vont. C'est aussi simple que ça. Et si on perd les meilleurs talents, on perd nos marchés. Et je pense que ce qui est en train de se passer dans la tech, effectivement de manière peut-être très rapide, va rattraper les autres industries assez rapidement. C'est déjà en train d'être le cas d'ailleurs. On voit les problèmes qui ont existé dans la restauration juste après le Covid. On voit également les problèmes de l'industrie automobile, qui est une industrie qui est aujourd'hui au carrefour de toutes les pertes de sens qu'on peut imaginer. Perte de sens instrumental, au sens de la nature de son métier, perte de sens même visionnaire, au sens est-ce que ça fait vraiment du sens de construire des bagnoles dans l'écosystème dans lequel on est. Et tout ça questionne les gens, et donc ça doit évidemment questionner totalement l'industrie dans sa globalité. C'est clair. Et je pense que tout ce que tu nous racontes a beaucoup de sens, mais moi, je suis manager, je suis dirigeant, je t'écoute, je fais quoi ? Alors déjà, on n'a pas peur. C'est le premier point que je voudrais dire. On arrête de flipper et on arrête de voir ça comme une menace. En fait, si on est manager, si on est leader d'une entreprise, quand on gère des business, on gère des risques. C'est ça notre métier. Et là, en fait, on est en face d'un risque qu'il va falloir gérer exactement de la même façon qu'on gère un risque business. Et risque égale opportunité. Absolument. Donc, on n'a pas peur. Et surtout, on se dérenfrogne un petit peu et on arrête de traiter les gens qui, ostensiblement, vont porter ces aspirations de fainéants. On arrête de dire que c'était vraiment mieux avant. On arrête de nostalgiser finalement tout ça. Non. En fait, on prend tout ça, on dit effectivement, le monde a changé et on va transformer. Et c'est très bien. C'est vraiment stimulant. C'est une opportunité de faire les choses mieux. Premièrement. Deuxièmement... et ça va peut-être surprendre un petit peu les auditeurs par le ton péremptoire que je peux parfois utiliser, il faut embrasser ces nouvelles manières de penser le travail avec beaucoup d'humilité. J'allais te dire, accepter de ne pas savoir. Voilà, tout à fait. Accepter de changer d'avis. Tout à fait. Et pour ça, d'ailleurs, j'en profite, mais je crois que je l'ai déjà dit 50 fois sur le podcast, mais je vous le redis, il y a un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, d'Adam Grant sur le pouvoir de la pensée flexible, qui me paraît être un ouvrage nécessaire et hyper décomplexant pour tous les leaders et les managers aujourd'hui. Tout à fait. Nous, chez Ubisoft, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a décidé de mettre en avant. Déjà par la personnalité du dirigeant. Yves Guillemot est quelqu'un de humble, en fait, par nature. Et c'est quelque chose qui porte. Et donc, on l'a déployé dans notre méthodologie Test and Learn, qui est pas propre à Ubisoft, mais qu'on s'est approprié pour se dire qu'en fait, penser le futur du travail, ça suppose de ne pas savoir. Et ça suppose de dire, vu qu'on sait pas, quand il y a des bonnes volontés, on va les écouter et on va tester très vite une idée qui, sur le papier, paraît bonne, pour en tirer des enseignements rapidement, ce que les Anglais illustrent bien par test fast, learn fast, fail fast, fix fast. Oui, mais ce qui est aussi une approche de scientifique, en fait. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Donc ça veut dire reprendre l'approche de scientifique. On essaye, on observe, on fait des expériences, et du coup, on est prêt à changer d'avis, parce qu'on est prêt à ce que les expériences nous surprennent, nous disent l'inverse de ce qu'on pense. Exactement, et ça suppose de ne pas avoir de certitude, justement, sur comment les choses fonctionnent. Ouais, et dans un monde où on nous dit que le futur, c'est d'apprendre à apprendre, c'est ça, quoi. On désapprend, on se met dans l'inconfort, on y va. Clairement. Et on prend ça comme une opportunité. Et finalement, on en sort, en tant que leader, renforcé d'avoir accepté ça, grandi, d'avoir lâché ça, et de ne plus porter toute cette responsabilité, même si on va rester décideur d'implémenter ça. Ouais. Mais voilà, on n'a pas la responsabilité de trouver la solution. Et ça, c'est important. C'est rassurant, même pour les leaders eux-mêmes. Ouais. Je veux dire, ça permet de souffler. Oui, mais tu te rends compte le changement. Ah oui. C'est un changement de paradigme qui est super fort, qui nécessite ce mot lâcher prise, ça veut pas dire lâcher tout, pas du tout. Qui nécessite une forme d'acceptation qui est compliquée, qui nécessite pas un travail sur soi, qui nécessite une volonté très concrète, une décision de dire « Ok, je sais pas, c'est ok, j'accepte, je leur fais confiance, je leur permets d'expérimenter, donc je travaille avec de l'intelligence collective, avec de la co-construction, je leur permets d'expérimenter. Et en fait, mon métier de leader, c'est de leur permettre ça, c'est pas de leur donner la solution. » Tout à fait. Et je pense qu'on parle beaucoup de ça depuis des années, mais on n'a jamais été autant en situation de le faire. Oui, c'est vrai. Et la complexité du monde nous a jamais autant obligés à le faire. Clairement.
Clairement, et déjà ça me rassure beaucoup ce que tu dis, et je le partage 1000 fois. Je pense que quand on voit, je crois que c'était le Point qui avait fait je sais plus quel hebdo. Oui, la fin d'ambition. Sur la fin de l'ambition, c'est ça. C'était les Nouvelles Obs. Nouvelle Obs, merci. Qui dit finalement, les jeunes veulent plus devenir managers parce que ça leur plaît pas, parce que c'est trop de pression, parce que ci, parce que ça. Si on est capable de finalement démontrer des nouveaux rôles modèles de leaders qui assument de ne pas savoir, qui se montrent vulnérables en public, qui disent oui je me suis planté là-dessus et je vais vous raconter comment je me suis planté et ce que j'ai appris, ça va rassurer pas mal de monde en fait. Ils vont se dire ouais j'ai peut-être une place en tant que futur leader ou en tant que futur manager parce que justement il y a cette place à la vulnérabilité plutôt qu'une espèce d'omniscience prétendue qui d'ailleurs est totalement fausse, qui n'a jamais été et qui a jamais vraiment mobilisé qui que ce soit. Mais d'ailleurs par rapport à ce que tu dis, je voulais revenir sur la une dont tu parlais parce que le Point a aussi fait une une dans à peu près le même moment. Sur eux, c'était le fait de retrouver le goût de l'effort. Ah oui. Et puis, on a eu aussi Society qui a fait une sur la fin du travail. Et en fait, j'ai trouvé tout ça extrêmement déprimant. Parce que, alors bon, quand on va lire entre les lignes, c'est beaucoup moins déprimant que ça, mais j'ai trouvé que j'en voulais un peu à cette presse de faire des unes provoques qui font passer le sentiment qu'en fait, plus personne n'a envie de rien. Alors que moi, j'ai plein de jeunes auditeurs au micro du podcast qui sont, et pas que jeunes d'ailleurs, je veux dire tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, je les rencontre, je leur parle. C'est des gens qui ont une volonté, une envie, une humilité, une générosité dans leur approche qui est absolument dingue, qui croient, qui ont envie de construire ce futur. Et il y a ni de manque d'ambition, ni de manque de volonté, ni de manque de goût de l'effort, ni de dire que tout est fini. Donc je voulais vraiment en profiter pour rebondir là-dessus. Et c'est vrai que c'est un petit peu la tendance des épisodes que vous allez entendre sur les semaines qui viennent. Pour moi, c'est ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les journaux. Voilà. Même si la presse fait un travail hyper important, c'est nécessaire. Et quand vous lisez, quand vous fouillez, c'est hyper complet. Sauf que si vous lisez que les titres, ça dévie vite, quoi. Ouais, parce que tu dis, alors déjà, je partage 1000 fois ce que tu viens de dire, et ça me fait penser, moi, à cette espèce de micro-tendance qu'il y a eu, qui n'en a jamais été une, sur le quiet quitting, qui vient nous raconter un truc qui existe depuis 1000 ans. Le désengagement des collaborateurs, c'est pas nouveau ? Bah non, ça n'a rien de nouveau. Et même les chiffres, on me dit qu'ils sont fantastiques, énormes et tout. Moi, je faisais des enquêtes d'engagement il y a 20 ans, c'était déjà ces chiffres-là en France. Tout à fait. Bon, ça a peut-être augmenté de quelques pourcents, mais enfin bon, c'est... C'est possible que ça ait un petit peu augmenté, mais il faut faire attention à ce qu'on lit et les espèces d'effets d'halo que ça peut créer ou d'urgence absolument à agir. Il faut parfois savoir raison garder. En revanche, sur la dimension managériale dont on parlait juste avant, oui. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, qui me paraît très important, très structurant, en particulier dans les entreprises françaises. Et ça, j'ai pu le constater dans mon ancienne carrière de consultant, parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs entreprises. C'est que le test and learn suppose, on l'a dit, de ne pas savoir, et donc d'accepter de prendre les bonnes volontés d'où qu'elles viennent, et puis de les tester quand elles font du sens. Ça suppose également de se passer d'un vrai vice français, pour le coup, qui est celui du travail en chambre, et d'essayer de régler le problème entre gens experts, ou prétendument experts de quelque chose, pendant des semaines et des semaines et des semaines, et de renoncer au jusqu'au-boutisme ou à l'excellence de la démarche. Je m'explique. J'ai porté chez Ubisoft un sujet qui s'appelle le Work from Anywhere, qui va permettre à nos employés de pouvoir passer jusqu'à 20 jours par an dans n'importe quel pays de l'Union européenne, à condition qu'ils fassent partie eux-mêmes d'un pays de l'Union européenne et qu'ils aient la nationalité d'un pays de l'Union européenne, pour des raisons fiscales, juridiques, etc. Exactement, qui s'expliquent. Très bien. Ce sujet-là, c'est un enfer réglementaire. Tout ce qui touche à la mobilité internationale de manière générale est un enfer réglementaire, il faut le savoir. Même s'ils sont natifs du pays. Alors, non, on a fait les études pour, et on a les analyses qui nous démontrent le contraire, mais enfin, il faut vraiment fouiller dans les textes, c'est pas évident. Ça va pas de soi. Je comprends. Non, mais je sais que beaucoup d'entreprises se cassent la tête là-dessus. Eh ben, tout à fait. Et elles ont raison, ça comporte des risques. Pour autant, une fois qu'on a déblayé un peu le terrain légal et qu'on a vu que finalement, il n'y avait pas de risque pénal, déjà d'une, ni pour l'entreprise, ni pour l'employé, et que il existe une certaine nature de risque, qui peuvent toucher par exemple aux accidents professionnels qui pourraient se passer à l'étranger dans le cadre du télétravail, etc. Et c'est une réalité. C'est un risque qu'on peut mesurer. À partir du moment où il est ni légal, il n'engage pas la sécurité du collaborateur, c'est un risque qu'on peut financiariser. Et en fait, c'est un risque qu'on peut prendre au niveau RH, au même risque que n'importe quel risque business qu'on prend constamment. Là, c'est intéressant. C'est un risque qui coûtera beaucoup moins cher que planter un projet au niveau business, et qui peut rapporter beaucoup plus
du point de vue de l'engagement des collaborateurs et de ce que ça leur offre. Et je peux en témoigner, on a plusieurs centaines de collaborateurs qui ont utilisé ce nouveau bénéfice, en fait, qui a été introduit à l'été, et qui nous ont beaucoup remerciés parce que ça a changé leur vie. Ça leur permet vraiment de passer un temps beaucoup plus long auprès de leurs proches quand ils habitent à l'étranger, ou de donner corps à cette aspiration qui pour le coup est assez présente dans la société, une forme de digital nomadisme, qui est de se dire que c'est tellement dommage de devoir attendre nos 5 semaines de congés payés par an pour aller visiter des pays étrangers, alors qu'on a de si belles régions à découvrir, soit en France, soit dans les pays qui nous sont voisins, et qu'on peut le faire tout en travaillant. Et puis ça a un impact sur l'environnement, parce que quand tu as de la famille, quand tu es natif de l'étranger, que tu as de la famille à l'étranger, que tu peux aller passer du temps plutôt que faire un aller-retour plein de week-ends, en avion, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas du tout négligeable. Alors ça, donc, pour le coup, on n'a pas mesuré, mais je pense que c'est vrai. Mais ça fait partie des choses, puisque je sais que c'est une problématique pour des gens très engagés sur l'environnement, qui ne veulent plus prendre l'avion et qui en même temps ont de la famille à l'étranger. Et qui donc cherchent à limiter, et ben voilà, je trouve que c'est une solution pour limiter aussi. C'est vrai. Ou si on pense ça sur des temps plus longs, effectivement, on a des collaborateurs qui font les 18 heures de train, par exemple, reliant les différents pays européens, en disant je vais prendre ce temps, parce que je vais travailler dans le train, les trains sont équipés. Et ils disent, moi je bosse super bien dans le train, ça me pose pas de problème, et en même temps je regarde les paysages qui sont autour de moi, puis j'arrive à destination 12 heures, 18 heures plus tard. Mais ça, tu vois, c'est le lieu de travail, c'est un truc, quand je me suis mis à mon compte il y a quelques années, j'ai rencontré, je disais que j'adorais prendre le TER et le TGV, je bossais super bien dedans, et j'ai rencontré un indépendant qui prenait le train juste pour travailler. Ouais, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, c'est un seul endroit, voilà, il capte, alors TER, en plus, vous captez pas, maintenant on capte un peu mieux, mais à l'époque, on captait vraiment mal. Donc pas de téléphone, rien, peut pas être dérangé. Et mais il mettait un casque, de la musique, et c'était parti. Et en fait, il avait pas de moyen de faire autre chose pendant X heures, le temps du trajet. Moi, je partage complètement. Donc tout ça, ça ouvre tous les champs de où est-ce qu'on peut travailler, comment, sur quel rythme, quand qui on est, pourquoi, voilà, ce dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et je pense que c'est la responsabilité de l'entreprise de demain, pour reprendre le si bien nommé podcast, d'intégrer cette dimension et de se dire que c'est pas un risque. C'est vraiment un des messages vraiment très forts. C'est très intéressant ce que tu dis. À partir du moment où on n'a pas de risque pénal, c'est un risque qui se mesure, qui se qualifie, qui se financiarise, et à partir de là, on décide ou pas de le prendre. Tout à fait. Mais en tout cas, on peut avoir une politique volontariste sur le sujet, en fait. Tout à fait. Et mesurer son impact par rapport. Donc c'est hyper intéressant ça serait intéressant d'ici quelques années de mesurer aussi l'impact sur l'emploi, sur vos projets, sur des choses comme ça. C'est à monitorer, c'est passionnant. C'est passionnant. Et on se trompe parfois. Il y a parfois des choses dont on pense qu'elles sont très, très stimulantes, qu'elles répondraient à une inspiration, puis en fait, on voit qu'à l'usage, ça prend pas. Alors, ça aussi, je pense que c'est un sujet, parce que tu parles du coup d'expérience employée, de faire attention à ne pas faire un chèque en blanc, c'est-à-dire se dire, on fait tout. En fait, c'est plutôt se dire, qu'est-ce qu'on fait qui a une vraie signification. Mathilde Decausse, que tu connais, parle beaucoup de faire du marketing, en fait, et quels sont nos personas, nos collaborateurs, et de quoi ils ont besoin. J'allais en parler des personas, justement, puisque c'est l'approche, je pense, qu'il faut développer pour répondre à ça. Ouais. Et on a de plus en plus d'entreprises qui commencent à développer cette démarche, et c'est vraiment, pour le coup, pour le meilleur. Je repense à une étude du BCG qui avait été faite et qui disait que la personnalisation de l'expérience employée serait probablement le casse-tête numéro 1 des DRH d'ici 2030. Et des managers. Et évidemment des managers. Et donc, plutôt que d'y voir un casse-tête, je pense qu'il faut qu'on se dise, effectivement, exactement comme tu le dis, quels sont les personas, finalement, de l'entreprise auxquels on doit essayer de trouver des réponses, et fonctionnons par menu. C'est-à-dire, on a des parents, on a des jeunes qui vivent dans des 12 mètres carrés, et qui ont envie de se voir plus régulièrement, et puis de faire la fête entre collègues. On a des personnes, je le redis, en situation de neurodiversité, pour qui prendre les transports en commun est une violence extrême qu'on ne peut même pas imaginer, tellement ça les heurte. On en a d'autres pour qui les chocs lumineux ou la lumière vive est quelque chose qui les fait baisser en performance d'au moins 50%. D'autres, ça va être le son, etc., etc., etc. Et puis, il y a les introvertis, les extravertis. En fait. Tout à fait. En fait, il y a plein de choses qu'on doit regarder. Et plutôt que de dire, non, mais ça, c'est pénible, c'est des enfants gâtés, non, en fait, ça produit de la violence sociale ou de la violence professionnelle, ces trucs-là. Et je pense qu'on sera capable d'articuler un nouveau contrat social si justement on tient compte de ces différences et qu'on arrive à bâtir un socle commun, puisque c'est quand même important de penser à l'équité de ce qu'on offre, tout en ayant des options de personnalisation, des menus, en fonction de ce dont on a besoin. Oui.
Sans chercher, et l'idée des personnages, justement, c'est parce que là, vous allez vous dire, mon Dieu, mais si j'ai 20 réponses différentes, je deviens fou. Donc, l'idée des personnages, en marketing, on cherche pas à faire 20 personnages, on cherche à en faire 3, 4, Tout à fait. Mais qui vont pouvoir répondre à ces types de personnes majoritaires, à ces tendances. Et ce persona, il se nourrit de beaucoup de caractéristiques. Et donc, c'est un travail extrêmement intéressant et qui, je trouve, répond bien au casse-tête du manager qui se dit comment je gère l'hyper besoin d'individualisation et en même temps l'hyper besoin de collectif. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une bonne. Je trouve que c'est une bonne transition que tu fais là, puisque c'est un débat que j'ai régulièrement, individuel versus collectif, avec tous les lieux communs qu'on peut imaginer. Le télétravail rend les gens distants, ce sont des mercenaires, ils se parlent plus, il y a plus de place pour le commun. Sincèrement, des clichés assez imbéciles qui racontent assez, franchement, n'importe quoi. Y compris les entreprises qu'on appelle remote first, c'est-à-dire qui pensent leur travail pour être fait à distance, ont tout un tas de rituels dans lesquels on fait du collectif. Il faut bien le comprendre. Donc, il ne faut pas, là aussi, penser que le futur du travail sera nécessairement individualiste. Plus individuel, probablement. Plus personnalisé, incontestablement. Mais plus collectif aussi. Est-ce que la comédie de bureau dans laquelle on était inscrit pendant des années et des années était vraiment si collectif que ça ? Est-ce que la machine à café, qu'on a sacralisée comme étant, pendant la période Covid, comme étant l'espèce de gros manque qu'on a tous su, oh là là, c'était si bien de pouvoir se voir à la machine à café. Ça produit quoi, la machine à café ? Ça produit certes des interactions tout à fait sympathiques entre collègues, mais ça produit aussi beaucoup d'exclusion. Ceux qui ne participent pas à ces pauses cigarettes, ceux qui ne participent pas à ces pauses café, sont exclus de la conversation, voire parfois exclus de l'information, qui va circuler par des canaux informels. Vive l'informel, bien sûr, vive l'informel. Mais attention aussi à la communication formelle. Attention à l'inclusivité de l'information. Et moi, je vois dans l'hybride, justement, une opportunité de dépasser les méfaits d'une culture de bureau qui, justement, pouvait se révéler toxique. Et on n'a pas attendu le télétravail pour avoir du burn-out, pour avoir du harcèlement, pour avoir tout un tas de méfaits, etc. Donc, soyons un peu raisonnables là-dessus et essayons, encore une fois, de construire un futur du travail qui soit équilibré et qui irait tenir compte, justement, de l'intérêt du présentiel pour bâtir du collectif, de l'intérêt du distanciel aussi pour bâtir du collectif, mais différemment, et de l'intérêt du présentiel pour faire, par exemple, du travail individuel plus posé, dans des salles quiet room, ce genre de choses. Il y a plein de choses à inventer. N'opposons pas les choses aussi grossièrement que ce que je peux l'entendre régulièrement. Ouais, mettons de la nuance. Absolument. Et c'est pour mettre de la nuance que j'ai créé ce podcast, donc ça tombe bien. Donc, si on résume un peu notre conversation, qu'est-ce que tu nous dirais de retenir ? Quels seraient les 2-3 points que tu retiendrais ? Donc déjà, YOLO, You Only Live Once, ça doit transcender les générations, les genres, les industries, les métiers, pour se dire que parce qu'on ne vit qu'une fois, on doit pouvoir proposer en tant qu'employeur un contrat social qui ne soit pas basé sur l'over-travail, le sur-travail, le surinvestissement, mais de penser le travail à sa juste place, premièrement. Deuxièmement, que oui, il y a des aspirations à la liberté, à la responsabilisation, à la désinfantilisation du travail, et qu'il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte pour, encore une fois, essayer d'articuler un projet dans lequel les individus seraient beaucoup plus en mesure de prendre les décisions et de reprendre leur destin en main, pour eux, pour leur équipe, en concertation. Donc ne décidons pas d'en haut quelque chose qui a une réalité, je dirais, strictement locale. Et donnons les clés aux managers pour faire en sorte qu'ils puissent décider, avec leurs équipes, de ce qui est le mieux pour eux, parce que c'est eux qui savent. Ouais. Deuxièmement. Et troisièmement, essayons de penser la responsabilité sociale, sociétale, entrepreneuriale de l'entreprise à une échelle, je dirais, beaucoup plus volontariste que ce qu'on a fait jusqu'alors. Moi, j'aime beaucoup les entreprises à mission, les Big Corp, les programmes RSE, etc. Mais force est de constater que pour le moment, ils n'ont pas donné vraiment les effets escomptés. On en est resté beaucoup à des discours. Aujourd'hui, on veut voir des actes. Et il y a des actes qui sont pas très compliqués à prendre en matière de diversité et d'inclusion, en matière de capacité à intégrer des gens qui pensent différemment, en matière de renoncer au présentéisme et au management gueulard, comme j'aime à l'appeler, ou encore dans notre capacité à déployer un vrai projet environnemental en mettant dans la fiche de poste de chaque employé, à sa propre mesure, des objectifs qui sont liés à ça. Ça, c'est possible. On a des gens comme Pascal Demurger, par exemple, à la Maïf, qui ont déployé un quadriptyque pour justement penser la performance au travers de 4 grandes dimensions, au premier rang desquelles on va trouver la responsabilité sociale et sociétale. Donc on peut le faire, ça. Il faut être courageux et il faut surtout ne pas avoir peur. Merci beaucoup, Kevin.
Avec grand plaisir, Delphine. Merci pour l'invitation et à très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.